Voilà. Moyonou, Betouabou, Djambombote. C'est sans surprise que vous savez que lors des élections de 2016 et de 2020, la primaire, il y a des démocrates, j'ai soutenu le sénateur Bernie Sanders. Je l'ai toujours dit que c'est l'un des rares politiciens en qui j'ai confiance. Évidemment, il peut me dire une chose, je vais vérifier. Mais c'est l'un des rares politiciens dont les paroles valent quelque chose. C'était ce politicien, l'un des rares politiciens aux États-Unis qui a toujours maintenu les mêmes propos, les mêmes idées depuis les années 80-90. Assurance universelle, classe gratuite, des trucs comme ça. Réduction de la pauvreté entre les riches et les pauvres. Il a gardé ces mêmes idées-là depuis les années 80-90. Au point que quand il était candidat présidentiel durant les primaires contre Hillary Clinton, certains membres du Parti démocrate, certaines fractions du Parti démocrate qualifiaient les idées de Bernie Sanders de radicales, d'extrémistes. Des années plus tard, les idées que Bernie Sanders portait, les idées qui étaient jugées radicales, sont devenues mainstream. Du genre, c'est commun maintenant, tout le monde peut pratiquer ces idées. Quand nous partons, au point que dans certaines de mes photos que vous pouvez voir sur Facebook, j'ai assisté à ces campagnes. J'étais même derrière le politicien durant la campagne à Lubaka, se tenir derrière le politicien. J'étais là. C'était en 2020, c'était pas quand. Oui, j'étais là derrière. Au point que ma photo figurait même sur un magazine qu'on appelle The Jacobin. The Jacobin, c'est un magazine progressiste, un magazine des démocrates. Mon visage figurait sur cette photo-là, sur la une de ce magazine-là, de The Jacobin. Et en 2020, après la crise cardiaque qu'il a faite, j'ai assisté à son rallye. J'étais vraiment à podium Liboso là devant. J'ai vu AOC, Alexandre Ocasio-Cortez. J'ai vu certains candidats progressistes. J'ai vu vraiment Bernie Sanders. J'ai vu Nina Turner. C'était un vrai plaisir pour moi de voir rencontrer Bernie Sanders. C'était vraiment quelque chose de bien. Quand nous allons au Congo, par exemple, quand les politiciens disent des choses, est-ce que vraiment les paroles de politiciens valent quelque chose? Je prends l'exemple du président, par exemple, du président de la République, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le président. Quand vous tenez devant, pas seulement la télévision, mais devant vos supporters, que vous dites que vous allez réunir 2 chambres du Congrès, que vous allez atteindre Rwanda à partir de Goma, que vous allez construire l'université de Mbandaka, que vous allez faire les promesses. Au point qu'il y a même un politicien qui a sorti un livre, qui a écrit un livre, les promesses non tenues du président. Vraiment, monsieur le président, est-ce que vraiment vos paroles, je sais pas, comment est-ce que vous pouvez vous-même juger vos paroles quand vous tenez devant un peuple? Base n'habite pas seulement tout un peuple, je parle d'abord votre base d'abord. Vous prononcez un discours et qui est immatérialisé. Comment est-ce que vous vous sentez? Je sais pas, moi, personnellement, si je suis devant ma famille, par exemple, mes amis, je dis des trucs, on a dit que ça peut être faux, ou des choses que je sais que ça ne se réalisera pas, je me sentirais gêné quand même de le faire. Je sais que je mens sciemment. Ou je sais que ça sera impossible, ça sera difficile, mais je dis quand même. Tu as vu, moi, je me sentirais vraiment bizarre. Je me demande comment est-ce que le président Tshisekedi se sent quand il y a ces paroles qui ne sont pas... les promesses non tenues. Comment le président se sent? Moi, je ne sais pas. Je me pose seulement la question. Quand il parle, comment est-ce qu'il se sent avec ces promesses non tenues? Quand il dit qu'il négociera jamais avec le M23, Souka, moi, j'ai appris qu'il y a une négociation entre le gouvernement de la RDC et le rebelle M23 via Massad Boulos. J'ai appris ça de Massad Boulos. Je n'ai pas appris ça du gouvernement congolais, j'ai appris ça de Massad Boulos. Je me suis dit, donc il a plus d'informations que notre propre gouvernement. Mon point, c'est que quand le président s'est tenu, je veux vous dire, c'est que quand le président s'est tenu devant la tribune récemment, il a dit que il ne bradera pas les richesses et RDC. Le président de la République l'a dit. Aujourd'hui, j'ai appris que la fille du président américain, Donald Trump, n'a pas proposition encore qu'il y a la fille du président Donald Trump
Tiffany, pas la fille, l'une des filles. La première fille, c'est Ivanka. La seconde fille, c'est Tiffany. La fille Tiffany, dont le mari, c'est Michel Boulos, le fils de Massad Boulos. Tiffany aura sa mine au Congo, sa mine d'or au Congo. En guise de paix, le gouvernement congolais a payé une mine d'or à Tiffany Trump. Donc la famille Trump aura sa mine au Congo. Et ça sera dans un accord. Vous savez quand c'est un accord, je ne sais pas dans quel pays. Et puis il y a une certaine opacité. Le gouvernement congolais ne nous informe pas de la procédure, de l'étape d'évolution de ces pourparlers-là. Le gouvernement congolais ne nous informe pas. Il y a une certaine... Ça blackout. Ça couramment... Il n'y a même pas une vitrine. On ne sait pas. Nous, on apprend des autres. Non, quand l'histoire, l'article que je viens de partager sur Facebook, le lien que j'ai partagé où la fille de Donald Trump aura sa mine au Congo, je ne l'ai pas appris du gouvernement congolais, j'ai appris ça d'une autre source d'information. Le gouvernement congolais ne nous informe pas. Ah, Nzambe. Mais dans tout cela, ma vidéo est assez longue, je reviendrai sur ça, la deuxième partie après. La suite.